Très bien. Écoutez, formidable. Ça a l'air de fonctionner. Mes chers collègues, en conclusion de nos travaux de la journée, j'ai le plaisir d'accueillir les représentants des chaînes d'information en continu pour une table ronde importante consacrée à s'interroger sur l'impact des violences en marge des manifestations, sur le travail de la presse et la bonne information, évidemment, de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, vous représentez BFM TV, CNews, LCI et bien entendu France Info. Je vous remercie tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Un questionnaire vous a été adressé par notre rapporteur, M. Florent Boudié. Évidemment, nous n'avons pas forcément vocation au cours de cette audition d'aborder l'ensemble de ces questions. Ça serait sans doute difficile. Et donc, nous vous serions extrêmement reconnaissants si, dans un second temps, vous pouviez nous transmettre les réponses à ce questionnaire qui sera... ces éléments-là seront extrêmement utiles à monsieur le rapporteur pour faire progresser notamment son travail. Alors, cette commission d'enquête, vous avez pu le voir, se penche sur les violences en marge des manifestations qui ont eu lieu au cours du printemps, à la fois dans les zones urbaines autour de la réforme des retraites et dans les espaces ruraux, à l'initiative de mouvements écologistes et nous pensons plus particulièrement à Sainte-Soline. Vous avez été amené à couvrir ces manifestations et ces rassemblements pour accomplir votre métier de journaliste et de chaîne d'information. Vous avez eu à prendre en compte l'existence de ces violences, y compris dans vos activités, par voie de conséquence dans les activités des journalistes qui étaient sur place, ne serait-ce que pour pouvoir à travers cela aussi protéger l'intégrité physique de vos collaborateurs. Mais vous avez aussi un rôle fondamental en permettant que se sache, que soit documenté ce qui advient, qu'il s'agisse de la violence des émeutiers ou de l'usage de la force par les policiers et les gendarmes. Avant de vous faire prêter serment, il me revient d'ouvrir les débats. Je vais donc vous poser de manière générale 2 questions qui permettront d'engager la discussion. Ensuite, comme le veut l'usage, je vous passerai tout de suite la parole. Et puis ensuite, je la passerai aussi à monsieur le rapporteur pour qu'il pose quelques questions. Et puis ensuite, j'inviterai aussi les collègues qui souhaitent intervenir à pouvoir le faire dans le créneau habituel des 2 minutes pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, chers collègues, à vous manifester pour m'indiquer à quel moment vous souhaitez évidemment intervenir dans la discussion. Alors, en premier lieu, vos journalistes ont-ils eu à souffrir des violences au cours des manifestations du printemps ? Avez-vous subi des hostilités de la part de certains émeutiers ? Avez-vous été amené à déplorer des blessés ? Et est-ce que des dépôts de plainte ont été déposés par l'une ou l'autre de vos chaînes ? Ce risque vous a-t-il conduit à renoncer parfois à certaines présences, à certaines enquêtes ou à certaines images, obérant ainsi, en quelque sorte, la liberté de la presse ? Et puis, en second lieu, quelles sont vos relations avec l'autorité administrative ? Généralement, nous imaginons les préfectures concernées. Pour les Deux-Sèvres, s'agissant de Sainte-Soline, préfecture de Paris, évidemment, pour l'Île-de-France. Avant la manifestation, des emplacements ont-ils été réservés à vos journalistes ? Et pendant la manifestation, si la situation se dégrade autour de vous, existe-t-il des procédures prédéfinies pour essayer d'exfiltrer les journalistes et ainsi pouvoir garantir leur sécurité. Alors, comme l'usage, mesdames et messieurs, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter formellement serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc successivement demander à M. Maru, puis M. Brice-Viré, Mme Delfour, Mme Lecomte et M. Brabant de d'abord brancher votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je le jure. Je vous remercie également. Alors, si
Non, il faut que vous le fassiez à tour de rôle. Alors, voilà, allez-y. Je le jure. Très bien. Merci. Je le jure. Merci à vous. Je le jure. Merci beaucoup. Et donc, sans tarder, je vous passe la parole. Est-ce qu'on le fait dans l'ordre, Monsieur Maru, et puis on avance progressivement? Ça vous va comme bon, si vous souhaitez à un moment donné intervenir, évidemment, libre à vous. Hein. L'objectif, c'est que cette table ronde a pour nous un intérêt dès lors que nous disposerons d'informations pertinentes. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à intervenir. Donc, je vous passe en tout cas la parole, Monsieur Maru. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de nous avoir réunis aujourd'hui, mes collègues et moi, pour témoigner de l'expérience terrain des rédactions et journalistes qui ont couvert les manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai dernier. Sur cette période, les opposants à la réforme des retraites ont organisé 14 journées de mobilisation à Paris et en région. À ces journées de mobilisation se sont ajoutées des manifestations improvisées et non déclarées, comme celle du soir de l'utilisation du 49.3, le jeudi 16 mars dernier. BFM TV a couvert l'ensemble de ces journées de mobilisation, organisées ou non, à Paris et dans les principales villes, et parfois même dans les sous-préfectures et les plus petites villes de France. À chaque jour de mobilisation, c'est en moyenne 15 équipes, qu'elles soient de BFM TV ou de BFM Région, qui ont été envoyées sur le terrain, dont 6 à 10 pour la manifestation parisienne. Une équipe est toujours composée d'un reporter, d'un JRI, parfois d'un chef de car, et un agent de sécurité par personne, soit 2 agents de sécurité par équipe en moyenne. Comme mes collègues présents ici, nous avons malheureusement l'expérience de notre couverture des manifestations des Gilets jaunes en 2018-2019. Durant ces événements, nos journalistes ont été victimes d'un grand nombre d'actes de violence. Pendant ce mouvement, le groupe Altis Média avait mis en place un dispositif de sécurité renforcé pour tous les collaborateurs du groupe, journalistes et techniciens présents sur le terrain. Et depuis cette période, c'est ce dispositif que nous déclenchons chaque fois que nos journalistes couvrent des événements identifiés comme potentiellement violents, comme les manifestations contre la réforme des retraites. Ainsi, le recours à un agent de sécurité par personne est systématique et impérieux, même si ce dispositif est évidemment coûteux pour l'entreprise. La sécurité de nos collaborateurs est la priorité numéro 1 et prime sur toute autre considération. Nos journalistes et leurs agents sont systématiquement équipés de matériel de protection, de casques, de lunettes, de masques, de décontaminants pour les yeux. Ils ont également des bonnettes de micro noirs pour ne pas être identifiés comme journalistes BFM TV. Et dès que la situation se tend, et même parfois dès le début de la manifestation, nos reporters n'apparaissent plus à l'antenne. Ils commentent en off ce qu'ils observent, parfois au téléphone. Nous ne donnons pas leur nom à l'antenne et nous indiquons simplement « journaliste BFM TV » dans le synthé sous l'image. Toutes nos équipes sont évidemment en lien constant entre elles et avec notre rédaction. Elles ont un contact direct avec le rédacteur en chef en charge de la gestion de l'événement en cours. C'est lui qui, depuis la régie, prend en urgence les décisions importantes quand la situation l'exige, comme par exemple faire exfiltrer une équipe quand sa sécurité est compromise. Enfin, nos équipes reçoivent une formation terrain hostile qui leur permet d'adopter les bons comportements en cas de tension et de danger. Vous le voyez, nous mettons donc tout en œuvre pour limiter au maximum le risque pour nos équipes envoyées sur le terrain. Et pourtant, sur la période considérée, nous avons recensé 25 incidents visant nos journalistes à Paris comme en région. Nos équipes ont été régulièrement prises à partie, victimes d'insultes, de menaces, de tentatives de vol et même de violences physiques. Ces actes violents ont été commis par des individus isolés, par des groupes, constitués ou non, et en une occasion par des forces de l'ordre. Je vais vous donner un seul exemple. Lors de la manifestation du mardi 28 mars, 2 de nos journalistes, un reporter et un JRI, se sont fait agresser par un groupe d'une dizaine d'individus vêtus de noir qui ont commencé à les frapper. Et alors qu'ils se faisaient exfiltrer par leurs agents de sécurité, notre JRI s'est fait rattraper. Il a été jeté à terre, il a perdu sa caméra et a continué à recevoir des coups alors qu'il était au sol et qu'il tentait tant bien que mal de se protéger. Il a finalement réussi à quitter les lieux définitivement avec l'aide de sa sécurité et d'autres participants à la manifestation qui étaient venus à son aide. À la suite
De cette agression extrêmement violente et traumatisante, il s'est vu délivrer 4 jours d'interruption temporaire de travail et 5 semaines d'arrêt maladie. À chaque fois, ces violences ont été documentées par nos équipes. Nous avons évidemment incité nos journalistes à porter plainte et avons, au niveau du groupe Altis Média, systématiquement porté plainte à chaque épisode de violence. Ce que nous observons sur le terrain, c'est bien souvent dans ces circonstances une véritable chasse aux journalistes, et peut-être plus particulièrement encore parce que nous sommes BFM TV. Ces violences sont évidemment une préoccupation de premier plan pour nous, parce qu'elles mettent en danger la sécurité de nos équipes et parce qu'elles visent à nous empêcher à faire notre travail d'information. Et même si votre commission ne porte pas directement sur les émeutes survenues après la mort de Naël le mardi 27 juin dernier, ces événements témoignent aussi du contexte tendu dans lequel nous exerçons chaque jour notre métier de journaliste sur le terrain et des difficultés à assurer notre mission d'information en toute sécurité. Je voudrais terminer, Monsieur le Président, en soulignant un fait qui nous semble important. Il s'agit des améliorations introduites par le nouveau schéma national du maintien de l'ordre en décembre 2021. Désormais, il y a un cadre clair pour nos journalistes sur le terrain. Pas d'obligation de s'identifier par un brassard, mais porter sur soi sa carte de presse. Droit à porter des protections individuelles. Pas d'obligation de quitter les lieux quand les forces de l'ordre veulent disperser le cortège. Droit de filmer, ce qui nous semble important. Une amélioration donc, mais qui doit maintenant se traduire complètement sur le terrain. À ce titre, nous avons eu un incident à déplorer avec les forces de l'ordre. Le 16 mars dernier, le soir du 49-3, 2 de nos journalistes qui couvraient la manifestation improvisée ont dû esquiver plusieurs coups de matraque que 3 policiers tentaient de leur mettre pour les faire partir. Notre équipe s'était pourtant clairement identifiée comme étant des journalistes. Nous pensons donc qu'un effort de sensibilisation doit être fait afin que toutes les forces de l'ordre déployées dans les manifestations connaissent parfaitement le cadre réglementaire qui encadre le travail des journalistes. Monsieur le Président, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On aura sans doute l'occasion de revenir sur quelques éléments. En tout cas, déjà, merci d'avoir apporté ces précisions factuelles qui nous sont particulièrement utiles. Monsieur Brice Piret. Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, Mesdames et Messieurs l'administrateur, chers confrères, merci de nous donner l'opportunité de contribuer à vos réflexions dans le cadre de votre commission d'enquête dont nous comprenons évidemment l'impératif démocratique. Si vous me le permettez, en tant que directeur général de Canal+, en charge des antennes et des programmes donc de CNews, je commencerai ce propos liminaire avant de laisser la parole à Régine Delfour. J'ai souhaité qu'elle soit là. Elle était à Sainte-Soline. Elle est en permanence comme grand reporter au front. Et elle pourra témoigner tout à l'heure du changement qu'il y a dans notre pays concernant les manifestations. CNews, c'est 120 cartes de presse, comme vous le savez. Nous sommes la 2e chaîne d'information. Nous sommes une chaîne qui est une boussole aussi dans le débat public, avec l'adhésion de nos téléspectateurs. Nous sommes la 2e chaîne d'information. Et pour le sujet sur lequel vous avez souhaité nous réunir avec les autres chaînes d'information, et force de constater qu'au gré des différentes actualités nationales et des événements dont CNews couvre l'ensemble, bien sûr, attentats, gilets jaunes, crise sanitaire, retraite et plus récemment les violences urbaines, les conditions d'exercice du métier de journaliste de terrain se sont dégradées. Pour vous donner un exemple qui, je le crois, illustre parfaitement la tension qui s'exprime aujourd'hui et la nécessaire stratégie de sécurisation de nos collaborateurs qui en découle. En 6 ans, nous sommes passés d'une situation où nos binômes terrain, journalistes et cadreurs, pouvaient se rendre seuls sur le terrain, puis une configuration qui devait faire intervenir un agent de sécurité par binôme. Et aujourd'hui, nous avons durci avec un agent par collaborateur couplé par un impératif d'anonymisation et la mise en place d'un léger différé pour ne pas donner la position de nos journalistes devant s'écarter des lieux pour pouvoir faire leurs commentaires. Nos journalistes sont clairement devenus, les journalistes sont clairement devenus des cibles des violences en marge de ces manifestations sur le terrain. Nous en sommes témoins d'une intensification de la violence ressentie et à travers la dégradation de l'exercice du métier de journaliste. Je profite pour cette occasion pour vraiment remercier la résilience et le travail des équipes de CNews sur le terrain. Et c'est pour ça que nous avons souhaité que Régine Delfour, qui est grand reporter à CNews, vous parle de ces difficultés au quotidien dans ces manifestations.
Merci beaucoup. Effectivement, je vais tout de suite vous passer la parole à ce moment-là. Je vous en prie, madame. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de me permettre d'apporter mon témoignage. Effectivement, je couvre depuis plusieurs années des manifestations, notamment avec les Gilets jaunes. Et donc, pour notre sécurité, CNews a adopté un dispositif de sécurité renforcé, c'est-à-dire qu'aucun rédacteur, aucun GRI, journaliste reporter d'images, n'est cité, n'est montré à l'antenne lors de ces événements. Nous avons des protections, nous portons un casque, des lunettes, un masque, et désormais nous avons chacun un agent de protection. Donc nous travaillons en binôme, toujours un rédacteur, un JRI, plus 2 agents de sécurité. Cette mesure donc s'est imposée. Il y a aussi des bonnettes neutres sur les micros, c'est-à-dire qu'on ne voit pas pour quelle chaîne de télévision nous travaillons. Sur la caméra, tout est masqué, on ne peut pas nous reconnaître, théoriquement. Cette mesure s'est donc imposée du fait de la montée en puissance des violences à notre encontre. Certains nous reconnaissent néanmoins et nous prennent à partie. Nous sommes également rendus compte que lors des débuts des manifestations, ils nous prennent en photo, partagent ces photos sur les réseaux sociaux avec les différents groupes dans lesquels ils sont, ce qui permet à ces éléments de nous retrouver tout au long de la manifestation. Nous sommes alors insultés, bousculés, nous recevons souvent des projectiles. Certains, beaucoup, nous empêchent de faire notre travail, des projectiles ou parfois même des crachats. Pour vous faire un peu la chronologie, donc c'est à partir du 1er décembre 2018 que tout a basculé. Certains gilets jaunes nous ont visés dès le départ et nous ont clairement appelé le reste des manifestants à nous lyncher. C'était donc des jets de toutes sortes, des projectiles, des bouteilles en verre. On a eu aussi des boules de pétanque qui atterrissaient à nos pieds. Et puis, beaucoup aussi nous filmaient pendant notre travail et essayaient tout ça en nous insultant. C'est à partir, en mars 2023, il y a eu Sainte-Soline. La violence s'est réellement montée d'un cran à Sainte-Soline. Nous étions côté des forces de l'ordre. On avait plusieurs équipes, dont une avec les manifestants, le côté manifestant les moins activistes, parce que sur le campement, on avait demandé aux gens quel côté vous voulez aller. Est-ce que vous êtes plutôt sur les pacifistes ou les activistes? Donc notre équipe était avec les moins activistes et nous étions côté des forces de l'ordre. Nous avons reçu des bombes artisanales à nos pieds qui ont explosé. Vous avez tous vu les images des véhicules qui ont été incendiés. Ça a duré pendant plus d'1 heure. C'était long et en même temps assez vite. Où je n'ai jamais vu autant de violence, un déferlement de violence. Et pourtant, j'ai couvert de nombreux événements. La veille, une de nos équipes avait été, puisqu'ils avaient érigé un campement, une de nos équipes avait été sur le campement. Ils ont dû sortir très vite puisque un groupe s'est approché d'eux, a couru, ils ont reçu des cailloux et même la voiture a reçu des projections de peinture. Ce qui veut dire en fait que tout ça est anticipé en fait. Ce sont des choses, il y a eu souvent des violences ultérieures lors des manifestations quand quelqu'un envoyait une caméra, mais sauf que maintenant c'est vraiment prémédité quand on voit les actions qui sont faites. D'ailleurs, par rapport à Sainte-Soline, nous avons dû, avec des confrères, notamment avec un confrère de BFM, on s'est mis d'accord et on s'est dit on va appeler tous les organisateurs, tous les deux, chacun notre tour, pour leur demander de passer dans le campement pour qu'ils nous laissent le lendemain travailler tranquillement. Donc on est aussi entre confrères obligés de serrer les coudes, quoi. En avril dernier, donc lors d'une énième manifestation pour la réforme des retraites, je suis avec un GRI, avenue Blanqui, une banque est prise pour cible. À ce moment-là, on est à 80 mètres. À ce moment-là, un groupe d'individus radicaux fonce sur nous, ouvre leur parapluie, bouscule nos agents de sécurité de façon à occuper nos agents de sécurité pour s'occuper ensuite de nous. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a une charge des forces de l'ordre. Donc nous restons dans la charge, c'est le seul moyen pour nous de nous exfiltrer.
c'est en fait voilà, la teneur de notre travail lors de ces manifestations. En juin dernier, l'une de nos caméras donc, a aussi été cassée, et on a plusieurs caméras ces derniers mois qui ont été cassées, des équipes malmenées, des intimidations, et puis aussi des demandes de ces manifestants d'effacer nos images. Il y a eu aussi, les émeutes hein, après la mort de Naël, où il y a eu beaucoup d'intimidation, beaucoup de violence. Et c'est un sentiment, je crois que je partage avec tous mes collègues, tous mes confrères, où nous sommes vraiment pris pour cible. Alors, il y a eu un changement de doctrine du maintien de l'ordre. À l'époque des Gilets jaunes, les forces de l'ordre étaient visibles. Elles étaient au niveau des avenues, sur les trottoirs, à l'avant, à l'arrière. Désormais, les forces de l'ordre sont dans des rues adjacentes. Elles interviennent assez rapidement. Mais pour nous, souvent, on est les premières cibles sur le terrain avec cette nouvelle doctrine. Lors des épisodes de Sainte-Soline ou d'autres manifestations, Sainte-Soline notamment, on était en contact avec la préfecture, il y avait des groupes, on pouvait s'adresser à eux. Il n'y a pas eu de problème. Lors de certaines manifestations, on a eu des problèmes comme nos confrères de BFM, où à un moment donné, les forces de l'ordre ont nassé les manifestants. On a beau dire qu'on était journalistes et montrer nos cartes de presse, et ils n'ont jamais voulu nous laisser sortir. Voilà ce que je peux apporter comme témoignage. Merci beaucoup, Madame Delfour, pour ces éléments. Je vais passer la parole à Madame Lecomte. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous inviter à partager ici avec mes confrères l'expérience qui est la nôtre du suivi de ces manifestations, au poste auquel nous sommes aujourd'hui, mais je pense pour chacun d'entre nous aussi à d'autres postes que nous avons pu occuper précédemment à l'antenne, sur le terrain, et qui nous permettent aussi d'aborder l'évolution qui est celle de la physionomie de ces manifestations. Entre les manifestations qu'on pouvait couvrir il y a plusieurs années et celles... Je pense qu'on date tous à peu près de la crise des Gilets jaunes, même s'il y avait eu des violences, par exemple, lors des manifestations contre la loi El Khomri ou cette manifestation violente du 1er mai 2018. La crise des Gilets jaunes a marqué quand même un tournant aussi dans la façon d'aborder, pas forcément le traitement, mais en tout cas la façon de déployer nos équipes sur le terrain. Et c'est avec la crise des Gilets jaunes qu'on a commencé, et je vais redire sans doute, puisque nous avons à peu près, je pense quasiment tous, les mêmes mesures de sécurité, à faire accompagner nos équipes, d'abord d'un agent de sécurité, puis de 2 agents de sécurité. Nos équipes sont aussi composées d'un rédacteur et d'un journaliste reporter d'images, parfois de motos, ce qui permet aussi d'exfiltrer plus facilement nos journalistes, qu'ils soient plus mobiles, qu'ils soient moins exposés quand on estime cela nécessaire. Et sur les événements récents suite à la mort de Naël à Nanterre, toutes nos équipes étaient avec des motards. Les consignes qui leur sont passées, elles sont très claires, elles sont établies avant qu'ils partent sur le terrain, et elles sont établies en commun avec la rédaction de TF1, avec laquelle nous entretenons bien sûr des liens étroits au quotidien, mais encore plus dans ces moments de crise, avec une cellule de suivi qui se met immédiatement en place pour savoir ce qui se passe, pour avoir les retours d'expérience et pour décider ensemble de ce que qui on déploie sur le terrain, où on déploie les équipes, où est TF1, où est LCI, et comment faire, qu'est-ce qu'on dit aux journalistes pour qu'ils travaillent, mais qu'ils ne soient pas exposés, ou en tout cas qu'ils puissent se protéger le mieux possible, se mettre à distance quand c'est nécessaire, partir quand il le faut. Et ce lien-là, il est absolument nécessaire. C'est un suivi quotidien. Ça peut être plusieurs fois par jour quand des événements s'inscrivent dans la durée. Ça se fait au niveau managérial, mais aussi en lien avec notre service police-justice qui nous fait des remontées en amont quand ces événements sont prévisibles. Parfois, ils ne le sont pas. Les manifestations sauvages après le 49.3, par exemple, qui n'avaient pas du tout été anticipées. Quand c'est possible en amont, ce qui nous permet d'ajuster au mieux le dispositif que nous allons déployer sur le terrain, et puis en temps réel, avec nos journalistes, à travers les images qui nous arrivent, à travers les images qui arrivent en régie. On est en régie, on les a à l'oreillette, on a un casque, on est en lien permanent avec eux, via aussi, j'imagine que c'est pareil chez vous, des groupes WhatsApp qui permettent d'être extrêmement réactifs, et avant même de pouvoir leur dire partez, d'avoir déjà écrit dans le WhatsApp on arrête, vous coupez. C'est vraiment très important.
pendant ces manifestations, effectivement, un rédacteur en chef, voire un directeur ou directeur adjoint de la rédaction est présent en régie, contrôle ces images, accompagne le chef de news qui est le lien avec les équipes pour que nous puissions réagir au plus vite. Et c'est vrai qu'on a vu évoluer la physionomie de ces manifestations, vous l'avez dit. Les mesures de sécurité, c'est aussi pour nous le volontariat des équipes qui partent sur le terrain. Il n'est pas question qu'une équipe se rende sur un terrain ou sur une manifestation si elle nous dit « je ne souhaite pas y aller ». Le volontariat, c'est extrêmement important parce que les équipes savent aujourd'hui vers quoi elles vont. La protection des journalistes, elle est systématique ou non, elle l'est de plus en plus. En fonction des informations qu'on a, ces derniers temps et ces dernières semaines, elle était systématique. On essaie de l'évaluer au mieux à chaque fois. Nous aussi, nos journalistes, bonnette neutre, pas de nom à l'antenne, ce qu'on appelle son radio, c'est-à-dire qu'on les entend mais on ne les voit pas. Il y a un lieu qui s'affiche, alors évidemment s'ils sont sur les Champs-Élysées, on sait très bien qu'ils sont sur les Champs-Élysées, mais dans d'autres endroits de Paris, on écrit Paris et on leur demande à eux de ne pas se localiser, de ne pas dire je suis à la sortie du métro, pour qu'ils ne soient pas repérables. Parce que c'est vrai que nos journalistes sont la cible, souvent avant ces manifestations, de menaces, on les repère, vous le disiez, on vous filme. Nous, il nous est arrivé, lors des événements récents, qu'il y ait des appels nominatifs contre certains de nos journalistes. Il est évident que ce journaliste n'est pas parti sur le terrain, mais qu'on voit passer CNews, LCI, BFM, on va venir vous chercher, on le sait. Et c'est écrit et c'est assumé. Et c'est ce que vous disiez aussi, ça veut bien dire qu'on nous attend. Et c'est toute la difficulté pour nous d'arriver à sécuriser nos équipes, c'est la priorité absolue, qu'il ne leur arrive rien, et pourtant il leur arrive des choses. Vous en avez parlé. Moi j'ai en tête, ça concerne plutôt les Gilets jaunes, mais ce qui a été pour nous, pour une de nos équipes, un des moments les plus impressionnants, ils étaient en mission. Et ils ont commencé à être pris à partie. C'est à Rouen. On est en 2019 et la scène est filmée. La scène est filmée par un autre journaliste de Paris-Normandie. Et on commence à voir. On les insulte, on leur jette des trucs. Ils partent un peu plus loin et puis ils reviennent un peu plus tard. Il y a un peu plus de monde et c'est l'agent de sécurité qui va être roué de coups, l'agent de sécurité qui les accompagnait. Nos journalistes ont pu être exfiltrés. Mais évidemment, ils sont extrêmement choqués. Évidemment, une plainte a été déposée. Un procès s'est tenu d'ailleurs en avril 2019 et il a abouti à la condamnation des agresseurs à 6 mois de prison ferme. Mais ce sont aussi des insultes, vous le disiez, des vols de matériel. Le dernier en date, à Nanterre, l'équipe ne tournait pas. Elle regagnait sa voiture pour rentrer de reportage. Et on a essayé de voler la caméra, ce qui ne s'est pas passé, mais le journaliste a pris un coup au bras, à la jambe, dans ce moment de tension. Ce sont effectivement des moments qui deviennent pour nous compliqués, parce qu'il faut les documenter, vous le disiez, mais on sait que nos équipes se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Ce qu'on leur demande, c'est de rester à distance, mais quand on reste à distance, on a du mal à faire son travail. Et vous le disiez aussi, cela dépend aussi beaucoup des schémas de maintien de l'ordre qui sont mis en place. Parce qu'il y a eu aussi des journalistes qui, dans des charges, indifféremment se sont pris, qui un coup de matraque dans la cuisse, qui un coup sur le bras. Et d'ailleurs, nous avions provoqué, je pense qu'il y a 3 ans à peu près, une réunion justement à Beauvau, où nous avions échangé avec les autorités, qui nous expliquaient que quand ils chargeaient, ils ne pouvaient pas savoir que nos journalistes étaient journalistes parce qu'ils ne sont pas identifiés. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que d'abord ils ont des casques, parce qu'ils ont des caméras, parce qu'ils ont des micros, parce qu'ils ont un équipement qui n'est pas celui des manifestants violents, ou en tout cas des éléments qui viennent pour commettre des violences. Donc ça, c'est un travail effectivement qu'il faut mener. Nous sommes aussi très attentifs au retour d'expérience de nos journalistes, à leurs témoignages. Et puis, effectivement, il y a ces appels, souvent sur les réseaux sociaux, qui nous permettent aussi de dire à certains « tu avais envie de couvrir cette manifestation, eh bien non, tu n'iras pas la couvrir, parce que très précisément, ton nom est cité, et nous ne prendrons pas le risque de t'envoyer sur le terrain. » Merci beaucoup, madame. Monsieur Brabant, je vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers confrères, je vais confirmer dans les très très grandes lignes tout ce qui vient d'être dit, puisqu'effectivement, en ce qui concerne France Info Télé, qui est la chaîne d'information en continu du groupe France Télévisions, service public, on partage évidemment la même expérience, on partage
les mêmes conclusions. Il y a un avant et un après Gilets jaunes, même si effectivement on a été amené dans nos vies professionnelles précédentes à couvrir nous aussi des manifestations qui ont pu être parfois un peu houleuses. Il y a un vrai changement en ce qui concerne la réalité de ces couvertures depuis les Gilets jaunes. Même chose que mes confrères pour nos équipes, même dispositif de sécurité, même processus, même process de protection. Nos équipes ne sortent plus sans être accompagnées par 2 agents de sécurité, qu'elles soient destinées à faire une couverture en direct ou qu'elles soient destinées à tourner du reportage destiné aux journaux télévisés. Nos équipes ont également du matériel de protection qui peut s'apparenter à du matériel pour équipes en zone de combat ou en zone de guerre, des casques, des masques filtrants, des lunettes de protection. Tout ça est partagé également par les équipes de France Info TV et plus largement par toutes les équipes de France Télévisions qui sont déployées sur le terrain. Et vous savez que le maillage régional de France 3 notamment est particulièrement important et que toutes les manifestations sur tout le territoire sont couvertes par les équipes de France Télévisions et leurs images ou leur production en direct ont vocation à être diffusées sur France Info TV. Donc oui, on a vécu exactement la même situation, la même évolution, notamment depuis les Gilets jaunes. Et c'est vrai que les journalistes sont devenus particulièrement des cibles, et même à double titre, parce que les Gilets jaunes avaient peut-être manifesté une hostilité sur le fond du traitement des journalistes, nous reprochaient un manque évident d'objectivité selon eux, un côté partisan qu'ils contestaient parfois très 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 vigoureusement, voire violemment. Et là, dans ces manifestations qui nous occupent aujourd'hui, il y a une autre action des casseurs ou des manifestants contre les journalistes, qui est, vous l'avez noté tout à l'heure, leur volonté de nous empêcher de filmer et de produire des images, et surtout des images en direct. En fait, nous sommes perçus comme des agents plus ou moins indirects des forces de l'ordre qui permettent, grâce aux images que nous diffusons en direct, de cibler et reconnaître les casseurs et ensuite de mieux les interpeller. Donc, ils se sont organisés clairement, et c'est les remontées des journalistes de terrain qui me permettent de vous dire ça, ils se sont organisés de manière à repérer les caméras de télévision qui filment les casses en direct pour ou les empêcher de tourner, ou subtiliser leur matériel, ou le détruire, de manière à ne pas être filmés et reconnus par les images que nous pouvons diffuser. En ce qui concerne les accidents, ou en tout cas les dommages qu'ont pu connaître nos équipes, heureusement, sur les 3 derniers mois, on n'a pas eu d'incidents graves ou d'accidents graves à déplorer, même si plusieurs de nos équipes, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, Monsieur le Président, ont dû battre en retraite à de très nombreuses reprises devant les menaces et n'ont pu accomplir leur travail jusqu'au bout. C'est devenu extrêmement courant et c'est devenu effectivement extrêmement pénalisant pour notre devoir d'informer. Compte tenu de tout cela, c'est vrai que nous demandons également à nos équipes de se faire discrètes. Là aussi, c'est assez pénalisant. C'est vrai que c'est compliqué de couvrir un événement en se tenant à distance de cet événement, car sans avoir envie de surexposer un fait ou un événement, il faut pouvoir être à distance pour le comprendre et pour le restituer. Et c'est vrai que plusieurs fois, on en est empêché, et la plupart du temps, nous demandons, la plupart du temps, tout le temps, nous demandons à nos équipes de se tenir à distance prudente de tout événement qui pourrait mettre leur intégrité physique en péril. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser quant à l'accès à l'information dans ces conditions. Nous ne renonçons pas pour autant, évidemment, à couvrir ce type de manifestation. On l'a encore
éprouvé il n'y a pas très longtemps avec toutes les émeutes liées au drame de Nanterre. Cela dit, c'est vrai que maintenant, nous ne considérons plus qu'il y a des manifestations ou des événements qui seraient sensibles et qui nécessiteraient de la prudence, et des manifestations qui seraient, on va dire, un petit peu moins dangereuses ou en tout cas qui nécessiteraient moins de protection. Toute manifestation maintenant, de notre point de vue, doit être considérée comme potentiellement dangereuse, voire très dangereuse. Merci beaucoup pour ces éléments. C'est vrai que, en vous écoutant, il y a des choses assez troublantes, puisque, évidemment, le droit de manifester est un droit fondamental. Il est garanti par la Constitution. Et dans vos témoignages, on voit qu'il y a aujourd'hui, y compris une difficulté pour vous de couvrir certains événements. Enfin, vos derniers propos, M. Brabant, sont assez troublants, dans le sens où vous indiquez que vous avez du mal, enfin, vous essayez du mieux possible, évidemment, de couvrir ces événements. Et en fait, il y a évidemment c'est aussi une nécessité démocratique, hein, d'avoir des chaînes qui puissent couvrir des événements, parce que dans une démocratie, c'est important que les journalistes puissent exprimer, évidemment, et relater plus possible des faits. Alors, je voudrais vous interroger sur deux points. Revenir quelques instants sur le schéma national de maintien de l'ordre, parce que, encore une fois, je dis ça, il ne s'agit pas du tout, comment dire, de trouver des contradictions, hein, c'est pas du tout ça. Mais, Monsieur Maru, tout à l'heure, vous disiez que dans le nouveau schéma national de maintien de l'ordre, il y avait en quelque sorte des places attribuées aux journalistes où j'ai peut-être mal compris. En tout cas, j'aimerais que vous reveniez sur l'avis que vous portez aujourd'hui sur le schéma national de maintien de l'ordre. Parce que tout à l'heure, Madame Delfour, par exemple, indiquait que en raison de l'évolution qui amenait les forces de l'ordre à être davantage dans des rues adjacentes, eh bien, ça créait des difficultés nouvelles pour les journalistes. Donc, j'aimerais que vous puissiez un peu nous indiquer où vous sentez aujourd'hui les difficultés de ce côté-là. Et puis ensuite, deuxième question un peu différente, mais qui aujourd'hui nous interroge aussi. Vous avez, je ne vous apprends rien, puisque l'un ou l'autre des protagonistes peuvent parfois être présents sur l'une de vos chaînes, c'est l'arrivée, entre guillemets, je le mets entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif dans ma bouche, mais ce qu'on appelle les street journalistes, qui semblent vouloir exercer d'une autre manière encore la profession, en tout cas le métier de journaliste, puisqu'ils ont par ailleurs aussi une carte de presse. Donc, quel est le regard encore une fois, ne voyez pas de malice dans mon propos, hein, c'est simplement quel est le regard que vous pouvez porter sur cette évolution qui s'est faite jour, et d'ailleurs qui va donner lieu aussi demain à une audition. Nous avons préféré le faire de manière spécifique, à une audition de personnes qui se revendiquent plus spécifiquement de ce statut-là. Donc, sans préjuger de qui souhaite intervenir, Pardon. Sur le schéma national de maintien de l'ordre, je ne parlais pas de place spécifique pour les journalistes, je parlais du fait que désormais, les journalistes sur le terrain n'ont pas obligation à être identifiés par un brassard, ce qui leur permet, au-delà du fait qu'ils portent une caméra pour les GRI, d'être évidemment plus anonymes dans la foule. Par ailleurs, ils peuvent porter du matériel de protection sans que les forces de l'ordre n'y trouvent à redire. Ils ne sont pas obligés d'obéir aux sommations des forces de l'ordre quand celles-ci décident de disperser une manifestation. Ils peuvent rester jusqu'à la fin pour filmer et documenter ce qui se passe. Et donc voilà, toutes ces évolutions, ça nous semble quelque chose d'important, parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté officiellement dans le cadre de travail des journalistes. Ce qui pouvait exister avant, et notamment au moment des Gilets jaunes, où parfois des journalistes pouvaient être importunés par des forces de l'ordre parce qu'ils avaient du matériel de protection, parce qu'ils ne portaient pas de brassard, etc. Maintenant, les choses sont claires et carrées. Et ça nous semble, de ce point de vue, une évolution.
Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que vous souhaitez revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Madame Delfour, sur le fait que les journalistes sont semble-t-il, plus vulnérables, ou est-ce que c'est simplement lié à une évolution du contexte global, ce à quoi faisait référence M. Brabant, en disant que, en fait, il n'y a plus de manifestations, comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer, enfin, pas dangereuses. Manifestement, le danger peut, même sur des manifestations a priori non dangereuses, il peut y avoir un danger pour des journalistes. Oui, alors effectivement, comme le disait Monsieur Brabant, il n'y a plus de manifestation. On se dit, elle va être tranquille celle-là, parce qu'on ne sait jamais de toute façon comment cette manifestation va évoluer, si elle, surtout elle va dégénérer. On sait de toute façon que dans ces manifestations, il y a des éléments qui sont là pour s'en prendre aux journalistes, puisque c'est aussi une volonté des journalistes. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est par rapport à cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Alors c'est vrai que nous avons maintenant, nous pouvons porter des casques, les masques et les lunettes sans problème. Il s'avère aussi, vous avez parlé aussi des autres journalistes qui sont plutôt au niveau des street journalistes, qui eux ont exactement le même matériel que nous. Et parfois ça donne un peu confusion aussi, ça sème la confusion au niveau des forces de l'ordre. Moi, par rapport à cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, lors des Gilets jaunes, on l'a tous évoqué, on est passé à un degré de violence. Mais il y avait ces forces de l'ordre qui étaient de chaque côté, qui étaient devant, derrière, et on pouvait se réfugier, on pouvait, quitte à aller carrément dans les tirs de gaz lacrymogène, on pouvait être avec eux malgré, parce qu'on avait quand même des agents de sécurité, de protection qui étaient avec nous. On les a eus dès l'époque des Gilets jaunes, mais il y avait cette telle violence qu'il y avait quand même cette porte de sortie. Maintenant, non, on est souvent... Alors, les violences, ça a changé aussi. Lors des Gilets jaunes, tout se passait en queue à la fin du cortège. Désormais, c'est en tête de cortège. Et on est souvent au niveau du pré-cortège, là où il y a la nébuleuse des éléments radicaux. Et c'est vrai qu'on est pris pour cible dès le départ, comme l'a pu le relater aussi mes confrères. On est pris en photo, on est ciblé, on nous attend. Et le fait qu'on soit tout seul, c'est loin d'être évident. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Brabant. Oui, si j'avais juste une petite précision, voire un petit bémol à apporter à ce chapitre. Toutes les remontées des équipes de France Télévisions sur le terrain m'indiquent que la nouvelle disposition des forces de l'ordre dans les rues adjacentes, plutôt qu'au contact des cortèges, le long des cortèges, a tendance à apaiser les choses avec les éléments les plus tranquilles ou les plus raisonnables des manifestants. Ce qui, évidemment, n'empêche pas ceux qui sont venus pour en découdre, d'en découdre, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, cette nouvelle disposition des forces de l'ordre, d'après ce que me disent nos équipes, aurait plutôt tendance à apaiser ce qui peut l'être. Moi, je peux ajouter ce qu'on a vu, notamment lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il y avait un cortège qui défilait tranquillement, et puis une partie... On avait deux cortèges, et un qui n'était plus un cortège et qui devenait un lieu de violence, de caillassage et d'affrontement avec les forces de l'ordre. Donc, dans ce premier cortège, effectivement, et ça rejoint ce que vous disiez, dans ce premier cortège, le maintien de l'ordre, il se fait sans difficulté, et sans doute des forces de l'ordre peut-être un peu moins visibles, un peu moins frontales, permettent à ce cortège-là de se dérouler dans de bonnes conditions. Ensuite, lorsque les violences éclatent, souvent ailleurs, c'est parfois au début, c'est parfois au milieu, c'est parfois à la fin, c'est parfois lors des dispersions ou quand ça part en manifestation sauvage, puisque effectivement, je pense qu'on se rejoint aussi là-dessus, il n'y a plus de règles aujourd'hui. On ne sait pas. Une manifestation va se dérouler, elle est déclarée, elle est interdite, elle n'est pas interdite, elle a lieu, et on ne sait pas comment elle va se dérouler, à quel moment ça va commencer à chauffer, est-ce que ça va chauffer, est-ce que ça ne va pas chauffer. Et effectivement, ce schéma-là, il permet d'avoir un espace apaisé, mais de toute façon, lorsque les violences se déclarent, les affrontements sont là. Nous, ce que nous disent nos journalistes aussi, c'est que dans ces moments-là, quand ils arrivent à s'extraire, etc., se mettre derrière les forces de l'ordre, c'est pas ce qu'il faut faire non plus, parce qu'ils se reçoivent tous les projectiles qui sont déversés. Donc c'est très difficile aussi d'arriver à s'en extraire, de trouver l'endroit d'où les équipes peuvent filmer,
sans être elles-mêmes victimes de ces violences, tout en continuant à documenter ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Boudier, notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous toutes, vous tous d'être venus devant la commission d'enquête. Au fond, il y a 3 raisons pour lesquelles nous souhaitions vous voir. La première, c'est celle que vous avez décrite, vos conditions de travail. Et de ce point de vue, je pense que chacun mesure, à travers les propos que vous avez employés, la gravité de la situation, des atteintes à la liberté de la presse, des atteintes au devoir d'information, y compris pluraliste, dans les rassemblements, les manifestations que vous couvrez. Le deuxième intérêt de vous rencontrer dans ce cadre, ce sont les observations que vous faites cette fois-ci concernant le déroulement des manifestations. Et ce que vous venez de dire, Mme Lecomte, est important. Les violences, en tout cas selon le regard qui est le vôtre, peut-être est-ce partagé par vos confrères, c'est qu'il y a 2 manifestations de façon générale. Il y a à la fois un cortège, un carré syndical, intersyndical, qui lui est plutôt encadré. Manifestant, ça se passe plutôt pas mal. Et il y a des moments sporadiques, c'est parfois au milieu, c'est parfois le pré-cortège, c'est parfois la queue, dans lequel là il y a des éléments plus radicaux. Mais vous confirmerez, quand vous reprendrez la parole, si je peux me permettre, vous confirmerez ou infirmerez ce que je viens de dire. Donc les observations. Et puis il y a un 3e point qu'il faudra qu'on puisse aborder, peut-être on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais c'est l'effet médiatique recherché par les manifestants eux-mêmes, voire les éléments radicaux. Et là, on est dans le cercle qui n'est pas forcément vertueux. En tout cas, quelle est votre analyse sur ce plan? Mais 2 questions plus précises. Vos liens avec les organisateurs des manifestations. Comment ça fonctionne? Je pense que c'est intéressant que la commission d'enquête puisse savoir comment... Est-ce que vous avez des liens? Vous avez parlé, Madame Delfour, il y a quelques instants, des liens recherchés sur le théâtre, ça veut dire d'opération, de couverture pour vous, avec les organisateurs, pour essayer d'abaisser la tension, en tout cas de rendre plus favorables vos conditions de travail. Mais est-ce qu'en amont d'un rassemblement, d'une manifestation, vous avez des contacts informels, formels, pour indiquer comment vous serez placé, où vous pouvez être, etc. Ça me paraît important que nous ayons ces éléments. Et puis une précision sur les violences que vous subissez, que subissent les hommes et les femmes qui sont sur le terrain en couverture des événements. Vous dites nous subissons des violences. De qui? De la part de qui? En tout cas à vos yeux. Simples manifestants, effet de solidarisation, qui tout d'un coup rentrent dans une sorte de spirale un peu négative, violente, mais on est sur une personne tout à fait normale, entre guillemets, ou des éléments radicaux, organisés, qui eux sont de la préméditation et vont aller, vous l'avez dit, Monsieur Mario, vos propos étaient très graves, chasse aux journalistes, ou Monsieur Brabant, vous parlez de qui est particulièrement ciblé. Ça me paraît important que nous comprenions bien qui sont les individus qui vous visent, très concrètement. Et puis en amont, dans la relation, j'ai dit organisateur de manifestations, mais aussi autorité administrative, préfecture, service, force de l'ordre. Et puis donc, je termine sur l'un des points que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, sur l'effet médiatique. Il y a une recherche d'hypermédiatisation. Elle est recherchée. Autant il y a de la préméditation sur des violences qui seront commises, autant il y a manifestement la recherche d'une hypermédiatisation dans une logique qui est, alors parfois elle est idéologique, très politique, là on est sur des groupes plus constitués, et puis des logiques qui sont difficiles à définir, mais qui sont d'une forme presque de nihilisme, mais ça c'est déjà ce terme, une interprétation de ma part. Je vous passe la parole. Donc, Madame Lecomte, je vous en prie. Je voulais apporter une précision. J'ai pris l'exemple des manifestations contre la réforme des retraites. Ce n'est pas forcément la règle, puisque ce que l'on disait aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait jamais comment va se dérouler une manifestation. Ça peut se dérouler comme ça. Un cortège qui se coupe en deux avec des manifestations dans le calme d'un côté et puis des violences de l'autre. Mais sur d'autres théâtres, et on évoquait Sainte-Soline, ça ne se passera pas de la même manière. Mais ça peut arriver. Puisqu'on évoquait, le schéma de maintien de l'ordre. Dans le cadre-là, les manifestations syndicales, organisées, puisque vous parliez des liens aussi avec les organisateurs, elles ne sont pas forcément plus faciles à appréhender, puisqu'on l'a dit, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait comment ces manifestations s'organisent. Il y a des services d'ordre des syndicats. On sait que les représentants syndicaux sont en tête de cortège. On connaît un peu mieux leur configuration.
à l'époque des Gilets jaunes, une des difficultés qui a été la nôtre, c'est que ces groupes ne se constituaient pas, ne voulaient pas avoir de porte-parole, ne voulaient pas avoir d'organisateurs. Donc il était très difficile d'avoir un lien pour savoir comment ils organisaient, ne serait-ce qu'à quelle heure ils partaient exactement, comment ils organisaient la manifestation. Et puis avec les autorités, nous appuyons, mais je pense que c'est le cas aussi de mes confrères, beaucoup sur le travail qui est mené à la fois par nos services de sécurité, parce qu'on a des services de sécurité au sein de nos chaînes, et puis par le travail qui est fait par nos journalistes des services police-justice, qui sont eux en lien avec leurs contacts, qui leur font remonter des informations qui nous permettent, quand c'est possible, de savoir en amont qu'on attend entre 1000 et 2000 éléments radicaux, qu'ici on en attend un peu moins et que là on en attend un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole par rapport aux questions posées par Monsieur le rapporteur ? Non, moi je rejoins ce qu'a dit ma collègue de LCI. Évidemment, nous prenons, quand c'est une manifestation organisée comme celle organisée par les syndicats, on prend contact évidemment avec les organisateurs, mais finalement c'est très formel, c'est pour savoir à quel endroit ils seront, à quel moment ils feront leur point presse, à quel moment la manifestation va démarrer. C'est pas réellement des éléments qui nous permettent de nous organiser. On s'organise par nous-mêmes, on s'organise parce qu'on a pris des renseignements avec la préfecture de police via notre service police-justice pour essayer de sentir un peu quelle va être la couleur, entre guillemets, de cette manifestation. Et quand je dis la couleur, c'est on va se demander, est-ce que les forces de l'ordre, est-ce que les services de renseignement appréhendent la présence de nombreux éléments radicaux, quels qu'ils soient, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt sereins? C'est ça qui nous permet de savoir à quoi va ressembler cette manifestation. À aucun moment, ça n'influe sur la couverture qu'on décide de faire de cette manifestation. Simplement, on prend plus de précautions, c'est tout. Juste d'un mot, répondre à la question que vous posiez sur qui exerce des violences sur les journalistes. Il y a deux types de violences. Il y a évidemment les casseurs qui cherchent à casser et qui cherchent aussi à casser du journaliste, de l'équipe télé et du matériel d'équipe télé. Et il y a la violence psychologique, insulte, invective, intimidation. Et ce ne sont pas forcément les mêmes qui exercent ces deux types de violences. Ce qu'on appelle les black blocs, ou les casseurs, on les redoute pour les violences physiques. Les manifestants type gilet jaune exercent plus une pression psychologique sur nos équipes, avec effectivement tout un tas de prises à partie et de commentaires qui sont violentes, incessantes, et qui mettent vraiment les équipes sous pression. Je vous en prie, madame. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Monsieur Brabant. Donc, effectivement, tout ce qui est violence physique, vous demandiez quel était ce type de personnes qui s'en prenaient clairement à nous, qui nous empêchaient de filmer. Ce sont ces éléments radicaux qui se forment en black blocs et qui, lors de leurs actions, n'ont pas envie d'être filmés. Quand on est un petit peu trop près, et en fait, on est quand même à 100 mètres, on n'est quand même pas non plus comme certains juste devant, arrivent en groupe, ouvrent les parapluies, bousculent nos agents de sécurité, essayent de casser, baissent la caméra, essayent de la casser ou de nous la retirer. Au mieux, on va dire, sinon ce sont des coups. Et l'autre violence, elle est effectivement par beaucoup de manifestants qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu connaître, entre guillemets, lors des manifestations des Gilets jaunes. Ce sont des profils plus âgés qui nous insultent, qui nous filment en nous insultant et qui nous parlent de notre métier, de notre incapacité, et voilà. Merci pour ces précisions. Alors, je vais passer la parole aux différents collègues qui ont demandé à s'exprimer. Je vais commencer par Monsieur Bellamiti. Je vous en prie, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, merci pour vos témoignages. Je voudrais vous interroger sur le traitement de vos sources, au-delà des sources officielles, préfectorales et ou des organisateurs, savoir comment vous traitiez les éléments les plus difficiles, les plus violents en amont des manifestations. Vous aviez
vous avez dit, Madame Delfour, à juste titre, je crois, qu'il y avait de plus en plus de préméditation dans les actes violents que nous observons. Comment, dans un travail d'investigation, vous arrivez à filtrer, le mot est peut-être fort, mais en tout cas vous renseigner sur qui sont ces éléments, comment travaillent-ils et comment comptent-ils s'organiser, si toutefois ce travail existe, et s'il n'existe pas, est-ce que vous avez l'intention de le mettre en place, ou en tout cas de le développer, et finalement comment s'organise-t-il? C'est ça que nous essayons de comprendre. Nous avons eu un de vos confrères précédemment qui a témoigné sur un travail qu'il a mené sur un bouquin qu'il a écrit dans la tête des Black Blocs. Je crois qu'il nous a livré quelques éléments, mais je crois que ces éléments méritent d'être développés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bellamiti. Donc, Alors, oui, Madame Delfour, je vous en prie. ouais, je vais vous répondre. Alors, nous travaillons en amont par rapport au service police-justice. Évidemment, je ne vais pas vous dire comment, parce que c'est quand même un peu le secret des sources et notre... Nous travaillons avec différentes sources, différents réseaux sociaux, avec différents interlocuteurs, et nous pouvons évidemment savoir ce qui va se passer, ce qu'ils ont prévu, et c'est un peu comme cela qu'on arrive aussi à percevoir l'opération. Après, arriver à voir, comme vous parliez de cet auteur qui a fait un travail sur les éléments radicaux et Black Box, travailler, interroger, si vous voulez, interviewer, on l'a fait. C'est assez compliqué déjà de réussir à avoir quelqu'un qui accepte de témoigner. Il témoigne de toute façon avec le visage caché, avec la voix déformée. Mais ça nous est aussi arrivé de le faire. Et moi, je ferai la même réponse sur le comment. Évidemment, on a des sources, mais je vais me réfugier derrière ce qui nous protège et qui s'appelle le secret des sources. Oui, je vous en prie. Je pense mal avoir été compris. Ma question porte sur les modes d'organisation de ces auteurs violents, et pas sur la façon dont vous y accédez, mais vraiment comment, selon vous, ils s'organisent. Puisque on avait un débat précédemment dans les auditions, de savoir si, finalement, l'organisation avait lieu au moment de la commission des actes ou en amont de la commission de ces actes, et si les boucles WhatsApp, Telegram, etc. servaient justement d'établir des hiérarchies, des modes d'action, de la logistique sur le matériel qui servent à incendier, etc. Ou si finalement tout était un peu spontané. C'est ça que je cherche à comprendre. Je vous remercie. Non, tout n'est pas spontané. On va dire que c'est bien organisé en amont sur différentes plateformes. Après, dans la manifestation même, on sait qu'il y a un leader, on l'identifie. Je ne vais pas vous dire comment on l'identifie, mais on le sait. Et c'est lui qui donne le top départ des hostilités. Moi, je peux peut-être ajouter, en fait, on sait qu'il y a des éléments radicaux. Ce que l'on ne sait pas, c'est à quel moment ça va se passer, à quel moment les violences vont se déclencher. Il peut y en avoir dans des manifestations et il peut ne rien se passer. C'est ce qu'expliquait aussi, et je pense que ce sera sans doute une meilleure source que nous pour répondre à vos questions, peut-être le préfet de police. Les Black Blocs, ils sont là. Dans les manifestations contre les retraites, ils étaient là dès le départ. Sauf qu'ils jouent sur des opportunités. Si cela peut vous éclairer un peu. Simplement, avant de passer la parole à Madame Arceau, simplement un point qui a été évoqué lors de précédentes auditions ou d'échanges que nous avons pu avoir. Il a été mentionné une sorte de typologie en disant qu'il y avait différentes catégories d'individus qui pouvaient intervenir dans ces manifestations violentes, avec y compris une catégorie de personnes qui pouvaient avoir quelque influence sur le déroulement, mais qui n'étaient pas toutes forcément présente dans je dirais dans la manifestation. Est-ce que ce sont des éléments que vous corroborez ou non? Quand vous dites qu'il n'est pas présent sur la manifestation, parce que lors des différentes manifestations, lors des casses, on voit donc ces éléments radicaux qui se constituent en Black Blocs et qui vont attaquer un établissement bancaire ou un supermarché. Il y a des personnes sur le côté qui n'attaquent pas, mais qui les incite à le faire. C'est effectivement ce point-là qui nous avait été mentionné pas plus tard qu'hier lors de notre déplacement à Bordeaux. Ça a été indiqué que oui, il y aurait des personnes qui sont dans l'incitation et non pas dans l'action. Oui, et il les incite. Elles sont des personnes qui sont généralement un petit peu plus âgées que ceux qui interviennent.
et qui sont là sur le côté et qui leur disent qu'il faut y aller, qu'il faut se battre, qu'il faut tout casser. Merci pour ces précisions. Je vais passer la parole à Madame Marceau. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence et de tout ce que vous nous apportez. Donc, moi, je vais vous demander quelques précisions parce que les thèmes ont été globalement abordés, mais sur le déroulement des manifestations. Lors de précédentes auditions, il nous a été indiqué par les différents représentants, notamment des forces de l'ordre et du renseignement, que l'intervention donc des dites forces de l'ordre ne se produit que lorsque les violences sont commises par les émeutiers. Donc moi, je voudrais savoir, puisque vous êtes sur le terrain au plus près, est-ce que vous pouvez nous confirmer cela, et puis plus particulièrement un regard sur Sainte-Soline, puisque c'était une des manifestations, enfin principalement non autorisées. Donc moi, j'aimerais bien que vous nous détailliez un petit peu, parce qu'on a entendu, évidemment, suivant d'un côté ou de l'autre, on va dire, de nos auditions, des choses un petit peu différentes, qui concourent un peu vers le même sujet. Donc moi, j'aimerais bien que vous nous précisiez ça, si c'est possible. Et puis, pour poursuivre sur ce qui a été dit précédemment, quels sont justement, en lien notamment avec Sainte-Soline, les critères ou les signaux qui concourent à ce que vous prévoyez un dispositif spécifique pour aller sur site? Parce que c'est vrai que Sainte-Soline, ça a été interdit, on le sait, hein, voilà. Mais il y a peut-être la sauce qui est montée ou des informations. Alors évidemment, vous venez un peu de le dire sur les sources, mais quand même, comment sentez-vous qu'une manifestation va vraiment déraper? Et sur Sainte-Soline en particulier, est-ce que vous avez des éléments à nous donner, évidemment sans citer les sources, hein, mais pour nous donner un petit peu une approche sur ce moment extrêmement particulier, vécu particulièrement donc par les forces de l'ordre telles qu'ils nous l'ont montré. Ils sont venus avec des armes par destination, donc on a compris quand même. Voilà, merci. Par rapport à Sainte-Soline, en fait, il y avait les organisateurs de ce rassemblement, cette manifestation, donc, qui ont inondé quand même, je crois, toutes les rédactions pour prévenir de cette action. On savait aussi qu'il y aurait beaucoup d'éléments radicaux qui viendraient d'Europe pour participer aussi à cela. Donc, et puis, sur les réseaux, tout ça, on a su qu'il y avait quelque chose qui allait être important. Ensuite, je pense que c'était par rapport au... Oui, je vous en prie. Oui, sur le déroulement des manifestations, on nous indique que les forces de l'ordre interviennent seulement lorsqu'il y a des violences qui sont commises, c'est-à-dire que c'est pas eux qui interviennent en premier, c'est parce qu'il y a des violences que les forces de l'ordre interviennent. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça sur la stratégie quelque part en lien avec la stratégie de maintien de l'ordre dont vous avez parlé finalement? Mais là, avec cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, étant donné que les forces de l'ordre sont dans les rues adjacentes, elles interviennent quand il y a de la casse. Mais ça, c'est pour donc les manifestations en général. Non, Sainte-Soline, c'était tout à fait différent. C'est-à-dire c'était interdit. Donc, je vous l'ai dit, nous, on avait une équipe qui était avec les manifestants côté les plus pacifistes. Et nous étions côté forces de l'ordre. Donc, on était tout autour de la méga-bassine. Vous avez vu les nombreux véhicules. Il y avait un dispositif très, très important des forces de l'ordre. Et en fait, c'était un petit peu fou ce qu'on a vu arriver. Parce qu'ils sont arrivés, ils étaient séparés en trois rassemblements. Ils se sont rejoints. On avait l'impression que c'était un petit peu j'ai l'impression que j'étais sur une épopée historique, en fait, parce que ils sont arrivés de loin, on les a vus se rapprocher, ils avaient des drapeaux, il y avait même une espèce de figure, je sais plus, c'était pas un dragon, mais enfin quelque chose d'assez... Et on les a vus, on a cru qu'on allait assister, oui, à une bataille entre les chevaliers, et c'était très, très, très étrange. Ça a commencé très vite. Ça, en fait, parce que quand on les a vus loin et en fait ils sont arrivés, je peux pas vous dire combien de temps ça a pris, mais ça a été très très vite. Et on a entendu des espèces de cris, comme si c'était à l'attaque. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir vous dire qui a commencé en premier, mais je peux vous dire qu'il y a eu ces cris et une réponse. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Mathieu.
Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci pour la précision de vos propos. Ce qui est bien lorsqu'on discute avec des journalistes, c'est qu'on a des faits, donc on n'a pas besoin d'aller trop loin pour les chercher. Néanmoins, je veux revenir sur un certain nombre de remarques que vous avez eues. Donc, vous avez expliqué ce que certains manifestants ou groupes de manifestants font et pourquoi ils le font, pour vous empêcher de filmer, pour vous empêcher de prendre des photos et de faire votre travail. Néanmoins, à plusieurs reprises, vous avez évoqué l'attitude d'un certain nombre de policiers ou groupes de policiers à votre égard. Donc, une fois, c'est une anecdote. Plusieurs fois, et sans affirmation de la part d'aucun d'entre vous, ça commence à devenir un faisceau. Moi, j'aimerais pas qu'on reparte quand même avec un angle mort sur cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe exactement, selon vous, avec des policiers ou groupes de policiers sur les manifestations? On a eu le documentaire de M. Dufresne sur les Gilets jaunes qui a été assez frappant là-dessus, sur certains de ces aspects. On a eu des images durant les mouvements sur la réforme des retraites, où on a eu des blessures parfois très graves. Il y a eu un journaliste espagnol qui a été gravement mutilé. Il y a Rémi Buzyn qui a été aussi attaqué. Il y a plusieurs personnes qui ont été attaquées. Reporters sans frontières a documenté tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous avez dit que vous êtes clairement identifiés, alors pas sur vos maisons et vos rédactions respectives, et ça se comprend, on a bien entendu l'enjeu, mais en tout cas, on ne peut pas passer à côté du fait que vous êtes journaliste. Vous avez des appareils photo, vous avez des caméras, vous avez des micros, vous nous l'avez souligné, on monte nos cartes de presse, on ne veut pas nous laisser sortir des nasses, c'est ce que vous avez dit. On est visible et pourtant on nous charge. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, vous avez une interprétation sur la motivation de certains policiers ou groupes de policiers concernant les journalistes? On a la motivation concernant les manifestants, votre théorie, et concernant les journalistes, quel est policier, quelle est votre analyse? Monsieur le député, moi je vais revenir sur le seul exemple documenté dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir une manifestation qui était une manifestation spontanée, non organisée, qui a eu lieu donc le soir du déclenchement du 49.3, et durant laquelle 2 de nos journalistes se sont retrouvés donc dans une zone de tension avec d'un côté des forces de l'ordre et de l'autre des manifestants. Nos journalistes ont fait ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils ont filmé, et à ce moment-là, ils sont tombés, mais c'est le seul cas documenté de l'ensemble des incidents dont j'ai parlé, sur 3 policiers qui leur ont demandé de partir. Ils ont décliné leur identité de journaliste. Encore une fois, évidemment, on est reconnaissable, on a des caméras et ça paraît évident que nous sommes journalistes. Et les 3 policiers en question ont tenté de leur matraquer les jambes. Notre équipe a pu esquiver et s'est éloignée un petit peu en ayant à nouveau redécliné leur identité de journaliste. Je n'ai pas eu connaissance d'autres faits, donc je ne pourrais pas en tirer une théorie. Moi, ce que je vous donne, c'est les faits qui se sont passés ce soir-là. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'insistais sur le fait que ce fameux schéma national de maintien de l'ordre soit pleinement appliqué et que toutes les forces de l'ordre soient sensibilisées et n'aient aucun doute sur quel est le cadre réglementaire du travail des journalistes sur les terrains. Ça nous semble évidemment fondamental. Oui. Oui, je vous en prie. Vous, Reporters sans frontières a fait le point mi-mai, et sur la période du 1er mars au 1er mai, soit 2 mois, qui est peu ou prou la période d'investigation de notre commission d'enquête, Reporters sans frontières a relevé que 63% des violences dont ont été victimes des journalistes depuis le début de l'année, excusez-moi, sont le fait des forces de l'ordre. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ? Mais je pense qu'on ne nie pas les chiffres qui sont donnés. Et ce que nous vous apportons, et vous le disiez, ce sont des faits et ce sont nos témoignages. Moi, j'évoquais une charge c'était plutôt pendant les manifestations des Gilets jaunes, ou en tout cas avant la mise en place du nouveau schéma national de maintien de l'ordre, où effectivement, nos journalistes, ça fonçait. Ils étaient dans le tas. Ça m'a traqué dans le tas. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, dans nos rédactions, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai 63% de journalistes qui ont été victimes de violences de la part des forces de l'ordre dans les manifestations, parce que ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que ça ne se produit pas. Mais la protection qu'on offre à nos journalistes, peut-être aussi que c'est une réponse
qu'on a réussi à trouver, l'endroit où on les positionne. Vous citiez les street reporters. Je ne suis pas certaine qu'ils soient accompagnés des mêmes protections que celles qui sont les nôtres, d'agents de sécurité qui vont leur dire « non, tu n'y vas pas ». Et nous, la règle, quand l'agent de sécurité dit « non, tu n'y vas pas », tu n'y vas pas. Je ne dis pas que ces journalistes ne doivent pas y aller. Je dis simplement que les nôtres, la consigne qu'on leur donne, c'est de ne pas y aller. Je vais appuyer ce que vient de dire Hélène Lecomte. Effectivement, c'est nos agents de sécurité qui regardent ce qui se passe autour de nous et qui nous permettent, nous, en fait, on se concentre sur notre travail, c'est-à-dire le GRI de filmer et moi de commenter, et eux regardent. Hélène l'a dit, lors de la précédente doctrine du maintien de l'ordre, c'est-à-dire au niveau des gilets jaunes, évidemment qu'il y a eu des gaz, on était dans les gaz lacrymogènes, il y a eu aussi quelques coups de matraque, parfois ce sont les agents de sécurité, mais moi, toutes les manifestations que j'ai faites, je n'ai jamais été blessée. Donc je vous ai parlé de cette NAS, où en fait, où il y avait cette NAS et une équipe a voulu sortir, elle n'a pas pu sortir parce qu'elle a pourtant montré sa carte de presse, mais elle n'a pas pu sortir, mais elle n'a pas été victime de quoi que ce soit. Donc, comme Hélène, comme mes confrères, nous n'y ont pas, mais moi, je n'ai pas assisté, je n'ai pas vécu cela, en fait. Juste une précision peut-être pour la compréhension de tous. Les street reporters ont tous une carte de presse? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des informations? Alors on posera bien sûr la question quand on le verra, mais votre regard, qui n'est pas forcément le même, nous intéresse aussi. Je pense qu'il faudra effectivement leur poser la question et ils vous répondront. Je pense que la plupart d'entre eux, mais alors sincèrement, moi je n'ai pas cette info. Je crois que certains en ont et d'autres non. Il faut demander à la commission de la carte de presse, évidemment. Très bien, merci pour ces éléments. Monsieur Taverne, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les journalistes. Merci pour vos interventions qui sont extrêmement intéressantes, et notamment au niveau de votre impartialité. Puisque depuis plusieurs semaines, on nous parle de violences policières systémiques. Vous avez parlé d'intensification justement des violences envers les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, voilà, de par justement le retour de vos équipes de terrain, on voit bien que la violence vient essentiellement de groupes radicaux, de groupuscules comme nous étudions dans cette commission. Donc vous avez déjà répondu à ma question, je vous remercie. Je ne nie pas effectivement qu'il pourrait y avoir certains dérapages. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que vous le savez, puisque vous êtes quand même des connaisseurs de terrain, c'est que les policiers, quand ils sont 8h, 9h, 10h, 12h sur le terrain à se prendre des pavés, des cocktails Molotov, des mortiers, dès qu'il y a une charge, au niveau de la fatigue, au niveau du discernement, il peut y avoir effectivement quelques malheureusement actes, voilà, qui peuvent peut-être être déviants. Ce qui n'excuse rien, bien sûr. Alors, au niveau du schéma national du maintien de l'ordre, vous l'avez évoqué, effectivement, je pense que c'est un axe d'amélioration, c'est-à-dire que les journalistes peuvent intégrer les manifestations avec non pas un signe distinctif pour pouvoir faire leur travail dans les meilleures conditions. Maintenant, il y a toujours la possibilité d'améliorer les choses. Est-ce que vous informez vos équipes en amont d'aller voir le commandant de la force publique pour vraiment dire, voilà, nous avons une équipe sur le terrain qui sont, alors bien sûr les policiers savent qu'ils sont équipés de caméras, etc., mais peut-être à la rigueur d'essayer de les identifier un peu plus. Est-ce que justement vous prenez l'initiative d'aller voir le commandant de la force publique pour vraiment identifier vos équipes, ce qui pourrait être ensuite englobé dans le schéma national du maintien de l'ordre. C'est une proposition qui avait été d'ailleurs effectuée par certains formateurs en maintien de l'ordre. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis dessus. Merci. Alors nous, c'est notre service police-justice qui communique avec la préfecture de police, qui généralement donne notre dispositif. On va envoyer 4, 5, 6, 8, 10 équipes. Ensuite, les équipes sur le terrain, non, ne vont pas voir des responsables. Ne vont pas voir des responsables parce que ça n'aurait, je pense, aucune utilité opérationnelle. Nos équipes sur le terrain, elles bougent énormément, elles bougent en fonction de ce qui est en train de se passer. Il n'y aurait pas d'intérêt à se faire connaître sur le terrain. Ça n'améliorerait rien en matière de sécurité, je pense. Oui, monsieur le rapporteur, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur le Président, je ne prétends pas que ce soit un propos conclusif, mais non, je voudrais simplement faire une observation.
peut-être une observation, une remarque de votre part après cette observation. Au fond, ce que vous avez indiqué sur les violences que vous subissez, extrêmement grave encore une fois, en tant que journaliste cette fois-ci, vous en faites assez peu état, j'ai le sentiment. Je ne dis pas que je découvre la situation, loin de là, mais l'intensité, la gravité, la multiplication, voire le côté systématique pour les rassemblements et manifestations, je pense que nous sommes plusieurs à considérer que le niveau d'intensité est plus élevé que celui que nous avions plutôt en tête. Et il me semble que c'est un élément sur lequel la communication de votre profession n'est pas aussi forte que sur d'autres sujets. Or, pourtant, c'est un élément qui vous concerne au premier chef. D'abord, c'est vrai que notre premier métier, c'est d'être un vecteur d'information et c'est de faire part à nos concitoyens l'actualité et ce qui se passe lors des manifestations, et c'est surtout de relayer le message des manifestants, qui sont le gros de la manifestation, où tout se déroule bien. Et c'est vrai que votre commission a été ouverte sur les groupuscules, qui nous permet de parler de notre métier et de la difficulté que nos journalistes ont sur le terrain, mais ce n'est pas notre métier de dire les difficultés que l'on a, parce que coûte que coûte, en tout cas, vous l'avez bien vu, quelle que soit la chaîne d'information, et la nôtre chez Canal+, CNews couvrira la manifestation. Ce n'est pas les black blocs, ce n'est pas les radicaux qui nous empêcheront d'aller justement couvrir ces manifestations. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour dire aussi à nos concitoyens toutes les difficultés que l'on peut avoir pour rencontrer ces radicaux, parce qu'on est là simplement pour informer et donner, évidemment, d'être un vecteur d'information. Et par rapport au street reporter, j'aimerais simplement expliquer la différence par rapport à nous, médias, avec une fréquence gratuite sur tout le territoire, c'est que ces images vont venir en complément d'un plateau et vont être avec un chef d'édition, un rédacteur en chef, un directeur de la rédaction, qui va choisir de plus ou moins l'intensité de la manifestation et faire justement un degré pour qu'il y ait à la fois les manifestations et à la fois sur le plateau et le décryptage que nous, on peut faire sur CNews. Sur le fait de ne pas en parler, nous, à BFM TV, il nous est arrivé de l'évoquer, d'en parler, notamment quand il y a eu des agressions assez graves comme celle dont je vous ai parlé dans mon propos liminaire, et même de faire témoigner le reporter qui était là et qui raconte exactement ce qui s'est passé. On le fait aussi souvent en publiant un article sur notre site web. Alors non, ça n'est pas très présent, parce que déjà, ça n'arrive pas si souvent que ça, bien heureusement. Mais voilà, on ne s'interdit absolument pas d'en parler sans en faire un élément éditorial qui ferait que ça apparaîtrait de façon très puissante à l'antenne. Mais on ne cache pas ce qui nous arrive sur le terrain, parce qu'on pense que c'est important que les gens le sachent. Monsieur Brabant, je vous en prie. Oui, juste peut-être plus que les violences que nous subissons et qu'on pourrait exposer à l'antenne, il me paraît plus utile d'expliquer pourquoi on n'a pas pu couvrir, pourquoi on n'a pas pu montrer, pourquoi on n'a pas pu expliquer. Cette conséquence-là, on l'expose peut-être plus volontiers parce que ça fait partie des réalités du travail et de notre mission. Je pense beaucoup plus que les dégâts ou les désagréments que nos équipes peuvent subir et qui, j'allais dire, ne concernent que nous si elles ne sont pas trop graves. Je pense que je ne veux pas trahir la pensée de monsieur le rapporteur, mais c'est vrai que s'il a posé cette question, c'est que dans les documents sur lesquels on a pu s'appuyer, puisqu'évidemment ces phénomènes aujourd'hui d'escalade de la violence sont dans certains cas conceptualisés. Enfin, quand je dis conceptualisés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent là-dessus. Et évidemment, en attribuant des rôles, y compris à la presse. Et on voit bien qu'une manière de légitimer est de vous
mettre une étiquette. Hein. Et c'est vrai que nous avons pu voir dans certains textes, y compris le fait de vous qualifier, pardon du terme, hein, je ne le fais pas du tout mien, mais je me permets de l'énoncer parce que ce sont des choses qu'on retrouve, quelle que soit votre chaîne, vous êtes mis dans cette catégorie de ce qu'ils appellent la télépréfecture. Hein, je pense que je ne vous apprends rien en disant cela, mais en fait, ça devient du coup aussi un élément parfois, je dirais, en tout cas, du positionnement d'un certain nombre d'acteurs dans la manifestation. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous avez évoqué des violences verbales qui sont spontanées, mais est-ce que vous avez eu affaire à des individus qui, comment dire, vous ont fait part, j'allais dire, de forme de volonté de délégitimer le travail que vous faites? Oui, il me semble que j'en ai parlé peut-être tout à l'heure, où en début de manifestation, de toute façon, ils nous cherchent, les principales chaînes d'information, c'est clair, ils nous cherchent, que ce soit BFM, CNews, LCI ou France Info. Et évidemment, ils nous disent que nous sommes des incompétents, que notre travail n'est pas un travail de journaliste, que les street journalistes sont beaucoup plus compétents que nous, que voilà, il y a cette forme de remise en question de notre travail et de ce qu'on fait, et ce sont les insultes et voilà. Donc oui, c'est tout le temps, et on est habitué en fait depuis les gilets jaunes. Depuis les gilets jaunes, il y a eu cette sorte de philosophie sur les médias, en disant que on nous appelle télépoubelle, excusez-moi du terme, mais les merdias. Voilà, c'est ça, c'est le terme qu'ils utilisent pour nous qualifier. On est tous qualifiés de ça depuis 2018. Madame Lecomte, je crois que vous souhaitiez intervenir. Non, mais je pense que nous sommes tous très attentifs à une chose, et vous évoquez la résonance médiatique. Il faut qu'on soit très attentif, et c'est notre sujet aussi, de ne pas servir de caisse de résonance à ce qui ne serait que de la casse, qui est de la casse et qu'il faut montrer. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quand une manifestation d'un côté se déroule bien et d'un autre côté se déroule moins bien, il faut que nous montrions les deux, dans les mots qu'on emploie, dans les termes qu'on choisit. C'est pas être télépréfecture, c'est notre métier, c'est de témoigner de ce qui se passe et de raconter la réalité telle qu'elle nous parvient à travers nos équipes, qui sont des journalistes et dont c'est le métier. On ne va pas chercher à dire ça plutôt que ça, mais c'est sans doute un message qui ne passe plus aujourd'hui quand on est journaliste et quand on exerce cette profession, mais effectivement, et c'est ce qu'on disait, on surveille les images. Toutes les images ne passent pas forcément en direct. On voit arriver certaines images, la décision, et c'est une responsabilité immense qui pèse sur nous, de diffuser ou non ces images en direct. Oui, on la prend. Mais quand on prend la décision de ne pas diffuser des images en direct, on sait pourquoi on la prend. Est-ce qu'on diffuse un lynchage en direct? Je ne pense pas. Est-ce qu'on prend le temps de regarder cette image et ensuite de se poser la question de la diffuser avec un différé? C'est ça faire notre métier aussi. Merci beaucoup. Madame Diaz souhaite intervenir, je crois, Monsieur Taverne. Madame Diaz, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président, bonsoir à tous les cinq et merci pour votre présence. Moi je voulais tout d'abord saluer votre regard incontestablement impartial qui illustre votre professionnalisme. J'ai été assez sensible au fait que vous disiez que vous n'étiez pas là pour parler de vous, mais pourtant ce que vous subissez est assez grave. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la marque de courage lorsque vous avez dit que malgré tout, malgré les violences, on continuera de couvrir. Je crois que c'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit aussi que les journalistes de terrain, donc qui vont couvrir ces manifestations, sont volontaires, mais vu la violence que vous subissez sur le terrain, vu les insultes, les pressions, bref, tous les risques qui s'accumulent lors d'un déplacement, est-ce que vous avez noté une diminution de la part des journalistes, une diminution de l'envie? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des journalistes qui vous disent non, c'est trop dangereux, moi je ne veux plus y aller? Et donc,
est-ce que vous pensez que le droit à l'information ou la liberté de la presse peut être remise en question suite au contexte que nous étudions actuellement? Non, il peut arriver que individuellement des gens nous disent là, j'ai pas tellement envie d'y aller, quelle que soit la raison, mais c'est vraiment extrêmement rare. Je pense parler au nom de tout le monde pour dire que évidemment les reporters, les GRI, les chefs de car qui vont sur ces manifestations, ce sont des gens engagés, c'est des gens qui aiment leur métier, qui aiment le terrain, qui aiment informer, qui aiment aller à la rencontre des gens, et c'est aussi pour ça que c'est aussi complexe ce genre de situation, parce que parfois on n'est plus capable d'aller à la rencontre des gens pour leur poser des questions, puisque parfois on se heurte à un mur d'hostilité au minimum. Mais non, ça n'entame en rien la détermination de tous les journalistes qui composent nos rédactions. Merci aussi de ce message d'espoir, effectivement, qui permet d'ailleurs, qui indique que malgré les difficultés, vous tenez bon, quoi. Monsieur Taverne? Oui, merci Monsieur le Président. Non, juste pour rebondir, c'est vrai que les images que vous détenez peuvent être extrêmement importantes, notamment en cas d'enquête judiciaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, les journalistes sont assez rejetés des manifestations par des groupuscules violents, puisque pourraient détenir des images un peu compromettantes pour eux. Alors là, c'est surtout la plupart des journalistes qui vont sur le terrain, comme vous l'avez dit, une intensification de la violence. Et est-ce que les journalistes connaissent parfaitement les manœuvres que vont effectuer les forces de l'ordre? Je m'explique. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on voit les images, ah bah, il y a une charge, alors que c'est pas une charge, c'est un bond offensif. Ah bah, il y a un bond et c'est une charge. Est-ce que quand il y a notamment les sommations, parce que c'est une question que nous sommes en train de se poser, et toujours avec un axe d'amélioration par rapport au SNMO, quand il y a une charge, la plupart des manifestants ne sont pas forcément au courant qu'il va y avoir une charge de la part des forces de l'ordre. Est-ce que les journalistes du terrain, dès qu'il y a une charge, sont informés qu'il va y avoir une charge, donc ce qui pourrait leur permettre de prendre un peu de recul et de laisser les forces de l'ordre travailler sans que les journalistes exposent leur intégrité physique? C'est une question. J'ai une question sur le terrain. Oui, alors effectivement, il y a très peu de sommations. Et donc, que ce soit pour les manifestants, que ce soit pour l'ensemble des manifestants, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces manifestations, il y a énormément de personnes et très peu d'éléments radicaux. Il faut le rappeler. Il faut quand même rappeler cela. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des gaz lacrymogènes ou dans des charges, puisqu'ils n'ont pas été prévenus. Et c'est vrai que s'il y avait un petit peu plus de sommation, ce serait sûrement beaucoup mieux. Comme l'issue aussi de la manifestation, généralement, si vous arrivez sur une place, la place est totalement bouclée par les forces de l'ordre. Et il est très compliqué de s'extraire de la place, puisqu'on ne nous dit pas forcément où est la sortie. Et on voit souvent des manifestants lambda qui sont juste venus manifester, qui ne savent pas, qui font le tour. Et puis, on sait que lors de la dispersion, parfois, ça peut dégénérer. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver là parce qu'ils n'ont pas été très bien aiguillés. Merci beaucoup. En tout cas, mesdames, messieurs, merci une nouvelle fois pour votre présence ce soir. Je pense que vous avez pu le noter par le nombre de questions qui ont été posées à la fois par monsieur le rapporteur et par les différents membres de la commission d'enquête que le sujet a intéressé. Merci pour ces témoignages très, très précis qui nous seront, à n'en pas douter, extrêmement utiles. Donc, encore une fois, soyez vivement remerciés. Je vais lever la séance. Je précise à nos collègues que nous reprenons demain donc pour la suite de nos travaux. Donc demain après-midi, je crois, dans la même salle. Mais oui, c'est ça, dans la même salle à partir de 16h. Merci encore.